Bien, bonjour à tous et à toutes. Il est 16h16. Je vous souhaite la bienvenue pour cette keynote de 30 minutes dédiée au sujet des patients et de l'innovation. Alors nous sommes en 2022 et nous célébrons cette année un anniversaire au sein du système de santé. Nous célébrons les 20 ans de la loi Kouchner, les 20 ans de la loi sur les droits des malades et sur la qualité du système de santé, qui a marqué un tournant dans le système de santé en plaçant le malade au centre des soins, en lui permettant notamment de renforcer ses droits individuels, son droit à l'information ou encore son égal accès et consentement aux soins. Et parallèlement, depuis 20 ans, et à travers les différentes réformes du système de santé, nous assistons à l'émergence de solutions numériques ou digitales, avec toujours la volonté d'y associer ou pas le patient et ses différentes expériences. Et de plus en plus d'innovations peuvent être co-construites ou construites pleinement avec ou par le patient, avec toujours cet objectif de permettre d'améliorer son parcours de soins et son expérience. Mais si la place du patient devient de plus en plus grandissante et que nous reportons davantage d'actions et de responsabilités sur ses épaules, nous pouvons nous interroger sur comment continuer à l'encourager à innover et faire en sorte que l'innovation permette de répondre concrètement à ses besoins. Et donc nous avons intitulé cette keynote « Innovation en santé » et si la vraie révolution venait des patients. Petit aparté, je précise que nous allons utiliser plusieurs fois le terme de patient, mais que cela pourra englober différents aspects, comme le patient expert, le patient aidant, ou toute autre notion reliée au patient. N'y voyez aucune méprise de notre part. Et donc pour m'accompagner et échanger sur cette thématique en l'accompagnant d'exemples concrets, je suis accompagné de spécialistes du sujet. Bonjour Madame Patricia Ripoll. Bonjour. Vous êtes fondatrice de Mama Tiene Migrania et Bioriginal. Vous êtes également cofondatrice de Covid Warriors et Chief Patient Officer au sein de plusieurs hôpitaux et associations de patients. Nous pourrons y revenir au sein de cet échange. Merci. Bonjour Anne-Sophie Goffer. Bonjour. Vous êtes fondatrice de Patients Conseil et coordinatrice de la plateforme Les Patients s'engagent. Et vous pourrez également nous réexpliquer au sein de cette table ronde ces différentes intitulés et organisations. Merci. Et enfin, bonjour Monsieur Jean-Philippe Allozy. Bonjour. Vous êtes directeur des affaires publiques et gouvernementales du laboratoire Amgen France, une biotech américaine implantée en France depuis une trentaine d'années qui développe des médicaments issus du vivant pour soigner des patients atteints de maladies graves, tout en participant à l'amélioration des parcours de soins et en collaborant avec différentes associations de patients. Je précise que vous êtes accessoirement mon patron et qu'à titre exceptionnel, j'utiliserai le vouvoiement pour ces 30 prochaines minutes. Alors, quand on a préparé cette keynote, Madame Patricia Ripoll, je me tourne vers vous. Vous m'avez tout de suite alerté sur le fait de bien différencier deux notions, la participation passive du patient et la participation active du patient dans des projets d'expérimentation et d'innovation en santé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, pour moi, c'est clair le fait qu'il y a beaucoup de fois où il y a ce qu'on appelle le tokenisme, c'est-à-dire c'est inclure le patient en disant voilà, on a fait le check, on a collaboré avec les patients, mais il n'y a pas vraiment eu un patient qui a été actif, qui a fait une co-création avec le sujet. Donc, par exemple, si on fait des trials, on trouve les patients qui participent d'une manière plus passive. Et donc, pour moi, ça, ce n'est pas une participation des patients. C'est, voilà, on travaille avec les patients, mais ce n'est pas d'une façon plus active. Donc, pour moi, c'est essentiel travailler avec le patient d'une façon active, c'est-à-dire l'inclure et le former en parlant de pédagogie, qu'on parlera plus tard. Mais pour moi, c'est très important qu'il soit dans la table, dans une même table, et dans une table qui n'ait pas de place présidentielle. C'est-à-dire, voilà, tous au même niveau. Et pour ça, c'est important, être formé comme patient et savoir de quoi on parle pour pouvoir être dans le même niveau. Pour moi, c'est clair la différence entre patient actif et passif. Anne, je me tourne vers vous. Vous êtes plutôt d'accord avec cette différenciation ? Il y a toujours volonté de chercher à mieux intégrer le patient et faire parfois attention sur certaines expérimentations ?
Pour moi, l'innovation destinée aux patients, mais aussi aux acteurs de la santé, ne peut pas se construire sans les patients. Je pense qu'on serait totalement à côté de la plaque si on développe des innovations destinées à un public sans impliquer ce public. Imaginez les TikTok, à mon avis, a été fait par des jeunes pour les jeunes. C'est pareil pour les patients. Si vous faites des applications pour les patients sans leur demander leur avis, sans même identifier leurs besoins, sans les inclure dans la construction des outils, vous obtiendrez quelque chose qui ne trouvera pas son public. Jean-Philippe, vous êtes d'accord également avec cette notion. Elle est là, la véritable innovation, c'est le patient qui pilote, copilote, anime, lève parfois des fonds pour développer des solutions. Oui, en fait, le double défi dans un laboratoire comme Amgen, qui est un laboratoire d'innovation, c'est certes d'avoir l'innovation thérapeutique, de trouver des médicaments, mais s'assurer qu'après, les patients, ça va leur être bénéfique. Et il faut quand même reconnaître que pendant des années, c'était l'excellence de la science qui primait, mais la façon d'associer les patients, c'était tout au mieux peut-être un peu passif, et qu'on se rend compte qu'il faut intégrer le patient très tôt dans le développement même du médicament pour s'assurer qu'à la fin, ça va convenir à son mode de vie, à son besoin. Et tous les sujets de co-construction, il faut les travailler, c'est ce qu'on essaie de faire chez Amgen, et aussi de se dire, parfois ça peut être le patient qui est innovant, et quand il y a des accompagnements à prévoir autour d'une pathologie, autour d'un besoin particulier, parfois c'est le patient qui a la réponse, et c'est là qu'il faut aller l'écouter. Je crois que le patient, la plupart du temps, et pour moi, il y a une phrase claire que c'est « innovation par désespération ». Donc, la plupart des situations, c'est le patient qui doit faire cette innovation parce qu'il a besoin d'une solution réelle à son problème. Donc, quand il est face à un problème, il y a des personnes qui disent, voilà, par exemple avec la Covid, voilà, on est devant de la Covid, qu'est-ce que je peux faire? Je reste à la maison en voyant Netflix. Et il y a d'autres personnes qui font front à cette situation et qui commencent à faire de l'innovation et à commencer à faire des équipes multidisciplinaires, parce que c'est vrai, le patient, nous, on connaît notre maladie, mais peut-être on ne connaît pas ni les applications, ni peut-être d'autres outils. Et donc, c'est là où on doit faire des vraies équipes pour faire cette innovation. Et cette co-construction, vous avez des exemples à nous donner, chacun qui ont réussi, qui ont fonctionné et véritablement eu participation active du patient, pour reprendre vos termes? Alors, la première innovation dont je voulais vous parler, c'est la plateforme Les Patients s'engagent, qui est soutenue par Amgen, entre autres. Sur cette plateforme, vous trouverez de l'innovation. Vous trouverez de l'innovation qui est portée par des patients. Et je voudrais vous donner un exemple, un ou deux si j'ai le temps. Je voudrais vous parler de la start-up Phil, qui s'écrit P-H-E-A-L, qui a été montée par Antoine Bertrand, qui est un patient atteint de mucoviscidose, et qui était dans une école d'ingénieurs, Epitech, et qui a une conviction, c'était que si on suit les signaux faibles de sa maladie, il a commencé par sa maladie, on peut en prévenir les évolutions. Il a eu plusieurs crises graves et il n'avait pas identifié les signaux faibles, sa maladie s'est empirée. Il s'est dit qu'il allait créer une application numérique simple que chaque patient pourrait utiliser et ainsi devenir pilote de sa propre prise en charge. Et il a co-construit donc cette application qui s'appelle Phil en co-construction avec les patients. Il a été rejoint par les équipes soignantes. Maintenant, son application est utilisée par les patients. Il a été rejoint, entre autres, par l'hôpital Foch, par le CNRS. Et il est en train d'ouvrir cette application à d'autres pathologies comme l'asthme, les pneumopathies et même la transplantation pulmonaire. Vous imaginez, c'est parti de l'idée d'un jeune patient. Je trouve ça incroyable. J'en ai connu une autre de ces innovations qu'on a aussi mis en lumière sur Les Patients s'engagent, c'est Hospitalink. Vous avez peut-être entendu parler de Hospitalink. C'est aussi développé par un patient qui, lui, était atteint de leucémie. Vous savez que l'un des traitements de la leucémie vous oblige à rester en chambre stérile. Vous n'avez donc aucun contact avec l'extérieur. Et sa seule façon de communiquer avec son équipe médicale, c'était d'appuyer sur la poire. Mais il avait besoin d'appuyer sur la poire quand il allait vraiment très mal, mais aussi quand il voulait un verre d'eau. Donc vous voyez l'extrême complexité des soignants qui courent dans tous les sens et qui entend le patient qui les appelle avec la petite sonnette pour des besoins très différents. Et donc il a créé une application, Hospitalink, qui permet justement d'identifier le motif de l'appel
Elle est donc connectée avec les soignants sur leur ordinateur, l'ordinateur du service. Et le patient peut exprimer sa demande et les appels sont donc priorisés par les soignants. Il y a aussi sur cette plateforme des modules d'information comme l'accès Wi-Fi de l'hôpital, par exemple, mais aussi des fiches thérapeutiques pour qu'ils comprennent mieux leur maladie. Les patients peuvent devenir acteurs de leur pathologie et cette application, elle y contribue. Et puis, il y a aussi un logiciel de messagerie sécurisée pour les soignants. Encore une fois, c'est un patient qui a créé cette application. Elle est maintenant utilisée dans 20 services hospitaliers et elle a comme premier KPI qu'on pourrait identifier, grâce à l'utilisation de cette application, il y a 2 fois moins d'allers-retours pour les soignants. Donc, ces exemples, c'est vraiment pour vous montrer que quand les patients s'emparent de leurs besoins, ils sont vecteurs d'innovation extraordinaires parce qu'ils créent des outils qui correspondent à leurs besoins, mais aussi à ceux de leurs soignants et des autres acteurs de la santé. Moi, je trouve ça absolument génial. Madame Ripoll, je crois que vous avez également des exemples d'expérimentation, de co-construction, où on a vraiment eu ce tournant du regard et on a vraiment pris en compte, et l'acteur, enfin le patient est devenu acteur de cette expérimentation, et également au niveau international. Oui, c'est vrai, en Espagne, on peut trouver plusieurs applications qui ont été développées par des patients avec cancer du sein et d'autres applications. Donc, j'ai l'opportunité de travailler avec des hôpitaux pour voir ces innovations. Mais pour moi, il y a plusieurs choses. C'est pas toujours, et certaines fois, quand on parle d'innovation, on y pense tout le temps à l'application développée par le patient. Mais pour moi, une façon de faire l'innovation, c'est la façon où on fait la formation des patients à d'autres patients. Et pour moi, ça, c'est une façon de faire innovation vraiment active et travailler avec les hôpitaux pour qu'ils rentrent dans sa façon de travailler cette innovation et cette formation. Pour moi, c'est clair que c'est une chose qui doit partir des patients, parce que c'est vrai que les patients demandent un langage entre patients et un langage patient. Et donc là, j'ai des cas, des projets que j'ai réalisés en faisant des formations et en faisant des bouquins pour les malades de migraine en Espagne, et en faisant aussi une application qui puisse faire cette formation aux infirmières pour qu'ils puissent comprendre, pas la maladie en disant une façon médicale, sinon comment convivre, je ne sais pas si on dit convivre, mais comment vivre avec cette maladie et comment la gérer chaque jour. Et donc, je crois que cette façon d'innovation, c'est vraiment la différence, parce qu'on a fait un bouquin qui était écrit par un patient. En ce cas, c'est moi qui l'a écrit. Et après, on a inclus un serious game et on a inclus des podcasts et des vidéos pour que tout le monde soit identifié dans la façon où on arrive. Parce que c'est vrai, et vous disiez avant ça, le podcast n'arrive pas à tout le monde. Donc, il y a des gens qui veulent le bouquin, il y a des gens qui veulent les vidéos, et il y a des gens qui veulent le podcast. Donc, là, on a fait une vraie innovation en ce sujet. Aussi, j'ai d'autres exemples. C'est en faisant des formations dans les entreprises et faisant un réseau qui puisse faire des formations dans les entreprises pour des maladies qui sont invisibles, comme le cas de la migraine ou d'autres maladies qui touchent les femmes dans la plupart, comme la fibromyalgie ou d'autres maladies mentales, par exemple, où la plupart des gens, c'est des femmes et c'est des maladies invisibles et qui ne sont pas considérées dans les entreprises. Donc, faire ces petites innovations en tant que formation, pour moi, c'est quelque chose d'indispensable. Et après, peut-être on peut faire des applications ou des sites Internet, mais vraiment, c'est des petits changements qu'on essaye. Et bon, il y a plein d'exemples qu'on pourrait ici mettre, mais... Donc Jean-Philippe, elle est là, la clé du succès, c'est la pédagogie, c'est la transmission, la formation. Oui, exactement. Et c'est vrai que
de notre côté, nous, l'innovation avec les patients, hein, c'est de vraiment toujours les associer au projet. Premier type de projet, les projets dits parcours de soins, c'est-à-dire l'analyse des parcours de soins, comment on les améliore et comment on innove dans ces parcours. Et on a un exemple, par exemple, dans le cardiovasculaire, où on essaye de travailler mieux le suivi des patients après un infarctus, où ils n'ont pas beaucoup de suivi. Et c'est un projet qui est expérimental type article 51, pour ceux qui connaissent. Et là, on l'a construit avec des patients, avec des soignants, avec tout le monde, pour montrer que c'était possible et pour essayer de trouver des bonnes solutions et innover aussi en termes de prise en charge. La pédagogie, c'est hyper important parce qu'en fait, comme vous le disiez, hein, les patients ont besoin de comprendre. Et qui mieux qu'un autre patient peut être capable de trouver les bons mots. Là, on a 2 exemples. Un document qui explique aux enfants la maladie de leurs parents atteints de myélome multiple. Donc c'est Mon papa est malade ou Maman explique-moi ta maladie, pour savoir, voilà, et des livres qui sont à destination des enfants et qui se sont mis. Et donc Anne a collaboré à ces outils et c'est incroyable, ça rencontre un grand succès et c'est très adapté aux besoins. Et puis une application de coach virtuel dans le psoriasis, où là aussi les patients sont souvent comprennent mal les implications de leur maladie ou vivent mal avec certains symptômes de la maladie. Et là, l'idée, c'est d'avoir une application qui est travaillée avec les patients pour qu'elle réponde vraiment à leurs attentes. Puis après, il y a un 3e point qui est un peu quand on doit définir des enjeux d'innovation. Hein, quand on réfléchit, moi je m'occupe des affaires publiques, donc on essaie de réfléchir un peu à des innovations plus globales pour le système. Et là, alors là, c'est plus comment Amgen fonctionne, mais on essaie d'innover en écoutant les patients. Et donc, on a mis en place un comité d'orientation stratégique pour notre programme d'innovation, dans lequel participe Anne, qui nous permet aussi de se dire, est-ce qu'on fait les bons choix en termes d'innovation? Est-ce qu'on va chercher les bons projets? Et puis, on a monté tout un groupe de réflexion autour de la santé de demain, qui s'appelle les Innovation Days, qu'on avait présenté d'ailleurs l'année dernière. Et là aussi, les patients participent. La plateforme Les Patients s'engagent est partenaire parce que l'idée, c'est aussi de se dire on n'innovera bien qu'en associant les patients. Et donc, réfléchissons ensemble à des solutions et à des options pour le système de demain. Anne, je vous voyais acquiescer. Vous êtes d'accord avec cette En fait, réflexion? ce que je me dis, c'est que tout ce qu'on raconte là, il y a un point commun. C'est qu'on part de l'expérience de la maladie. Donc ça, c'est ce que vivent les patients. Les patients qui s'impliquent transforment ça en expertise et construisent des outils qui correspondent à leurs besoins et à ceux d'autres patients. Mais ça marche que si on implique tous les acteurs de la santé. Ça marche si les soignants sont impliqués. Ça marche si les autres acteurs sont impliqués. Comme vous le disiez, ça marche aussi quand il y a de la formation des acteurs concernés et qu'on met tout le monde au même niveau. Ça, je pense que c'était vraiment très important de mettre les gens autour de la table d'une même façon, comme nous sommes aujourd'hui. Non, moi, je voulais dire que c'est vrai que quand on met les gens dans la table au même niveau, vraiment, il y a des équipes multidisciplinaires et donc vraiment, il y a un travail qui avance. Parce que c'est vrai que faire des questions aux patients, c'est pas facile parce qu'on ne connaît pas toutes les réponses. Et certaines fois, ils attendent, je sais pas, les industries ou les hôpitaux, ils attendent que les patients, on doit tout savoir et on doit savoir qu'est-ce qu'on veut dans tous les moments. Et c'est vrai que on ne sait pas parce que nous, on connaît notre maladie et peut-être s'ils nous demandent quelle est la solution pour gérer mieux votre maladie, peut-être on ne sait pas, mais quand il y a une équipe disciplinaire et on commence à parler et on commence à dévoiler un petit peu, donc là, c'est quand il y a la co-création réelle. Et c'est vrai que je voulais réagir à un certain nombre de défis parce que l'intention, on la partage. Après, dans la réalisation, il y a quand même parfois des difficultés. La première, on est content d'avoir trouvé un patient, mais comme vous le disiez, ce patient, il va dire son expérience à lui, mais ça, c'est pas forcément vocation universelle. Après, il y a, j'ai aussi les patients qui représentent une pathologie. Est-ce que pour autant, si mon produit, si ma solution, elle s'adresse à des patients multipathologiques, comment je fais pour m'adresser à qui ? Quelle formation ont ces gens-là? On voit que la démocratie sanitaire se développe, on parlait de la loi Kouchner, mais les patients sont impliqués de plus en plus dans des choix de système de santé. Mais en fait, comment ils sont formés? On demande, ils veulent être associés à la définition des prix des médicaments, ce qui est très bien, mais c'est très technique. Et y aller comme ça, c'est pas rendre un service à personne, parce que c'est très compliqué. Donc il faut aussi qu'il y ait une formation. Et c'est pas simple, ça s'apprend aussi de co-construire, de travailler avec d'autres, avec le secteur privé. Donc ça, c'est pas évident. Et après, juste pour dire un peu, on pourrait aller plus loin. Et nous, on est engagé dans une démarche RSE très, très ambitieuse. Et moi, je rêve d'un jour
qu'il y ait des patients qui soient aussi associés à des décisions d'acteurs de santé privés comme les laboratoires pharmaceutiques. Et je me dis, ça serait vraiment bien d'arriver à avoir des patients membres de conseils d'administration, etc., et de façon plus généralisée. Et on est encore un peu loin, quoi. Mais... Là, je crois que c'est un rêve. Et quand ils me demandent comment tu vois le futur, moi, je dis ça, c'est qu'on soit dans la même table des industries et aussi des hôpitaux. C'est vrai que dans les hôpitaux, on commence à avoir des exemples. Moi, je parle toujours d'un cas en Espagne, d'un hôpital d'enfants. Je ne sais pas si vous connaissez San Juan de Déu. Et donc, c'est un hôpital qui travaille avec les patients et les familles en faisant cette innovation. Là, par exemple, ils viennent de définir comment devait être le nouveau hôpital. Donc, ils ont travaillé en commun. Et il y a un groupe qui est fixe de patients qui travaillent au sein de l'administration de l'hôpital. Donc, si c'est possible avec des enfants, pourquoi pas? Dans des hôpitaux plus grands, avec des maladies où on est adulte, pourquoi pas on n'est pas inclus dans les conversations, ou pourquoi pas dans les déroulements d'un médicament, ou bien de comment on veut construire ce futur avec l'industrie et la relation que nous avons. Pourquoi on n'est pas dans les conversations? Parce qu'on est tout le temps dans la situation, non, c'est la loi qui ne laisse pas les labos parler avec les patients, donc on doit prendre des associations. Oui, mais on est adulte pour savoir de quoi on peut parler et de quoi on peut en parler. Donc, je crois qu'on doit aller un petit peu plus. Et aussi, pour moi, c'est clair qu'il doit y avoir du feedback. Parce que la plupart du temps, quand on parle avec les patients et on est inclus dans les conversations, on se trouve que, voilà, on fait des opinions, on parle, mais après, il n'y a pas du feedback de qu'est-ce qu'on a fait avec ces infos. Et pour moi, c'est clair, parce que sinon, je ne vais pas y retourner, m'asseoir, parce que je suis en train de donner mon temps. Et là, c'est une autre discussion. C'est pourquoi les médecins sont payés, les infirmières sont payées, tout le monde est payé, sauf les patients. Et donc, quand tu es un patient individuel, c'est moi aussi, je dois vivre. Et si je vis pour ça, donc pourquoi? Mais vraiment, on n'a pas non plus le feedback de pourquoi on a fait ou pourquoi on n'a pas fait la solution qu'on a parlé. Donc, je crois que c'est une chose clé. C'est peut-être ça la participation active. C'est aussi qu'il y a un dialogue, que ça marche dans les deux sens aussi. Et Jean-Philippe, vous disiez peut-être un petit peu qu'il y avait peut-être certaines limites, entre guillemets, sur certains sujets. Typiquement, sur un sujet qui prend de plus en plus de place de ces dernières années, qui va continuer dans le temps, c'est les données en santé, les data. Comment sur ce sujet, comment on parlait de pédagogie, comment améliorer la pédagogie, la transmission, l'information pour le patient sur le sujet des données de santé? Je ne sais pas si quelqu'un... Moi, je peux dire juste un petit mot introductif. C'est on a vu tout à l'heure, quand on parlait de télésurveillance, télémédecine, on disait qu'il fallait travailler sur les usages. Et les usages, c'était les professionnels et les patients, professionnels de santé et les patients. Et c'est vrai que on ne réussira l'innovation que si le patient il est actif, il comprend et il adhère. Parce que sinon, lui imposer la télémédecine en disant c'est bien pour toi, mais on ne sait pas ce qui se passe derrière, etc., on n'y arrivera jamais. Donc il y a vraiment tout un boulot à faire. Et c'est vrai que ce sujet de la donnée et de la défiance qu'il peut y avoir dans la donnée, tout en étant par ailleurs assez généreux. Parfois, les gens on est tous généreux en données, en les mettant partout à plein d'endroits. Et ben, ça nécessite quand même un travail. Et on l'avait vu dans l'atelier dont j'évoquais tout à l'heure sur les Innovation Days. On avait réfléchi à un certain nombre de sujets. Et dans les blocages, il y avait quand même la pédagogie nécessaire autour des données de santé. Et donc, c'est vrai que c'est intéressant de savoir comment on embarque mieux les patients là-dedans. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce point sur la donnée de santé. Je pense que je partage complètement le point de vue de Jean-Philippe. Ça demande de la formation, ça demande de la formation du public, ça demande de la formation des acteurs de santé. On en a parlé dans la table ronde précédente. Je crois que c'est vraiment important que les gens sachent ce qui est fait avec leurs données de santé. Vous avez bien vu la défiance qu'il y a par rapport à la vaccination, par exemple. Je pense que cette défiance, elle peut être contrée par de la communication, mais de la communication double sens. C'est-à-dire, OK, je donne mes données, je donne accès à mes données, mais qu'est-ce qu'on en fait? C'est un peu comme les impôts. On ne devrait pas savoir ce qui se passe avec nos impôts? Je sais pas si c'est un autre sujet. Oui, un grand sujet, hein, un grand sujet. Non, mais c'est vrai, si à moi, comme patient, ils me disent, voilà, tes données, ils ont servi pour faire une telle analyse ou pour faire cette conclusion ou pour arriver à ce point-là, pour moi, je suis disposée à donner encore plus d'infos. Même
je mets au cas extrême en disant voilà, même je veux participer sans être anonymisé parce que je crois que c'est intéressant. Et la plupart du temps, on est en train de donner les données sans savoir pourquoi ils vont être utilisés ou, pour moi, c'est encore pire, il y a des gens qui vont faire de business avec mes données et après, je vais rien recevoir pour ça. Donc voilà, vous pouvez faire du business, parce que c'est vrai, tout le monde doit faire du business, mais alors moi, je veux voir le bénéfice de ce business et peut-être pouvoir m'en servir. Donc là, je crois que le feedback, à nouveau, c'est super clair. Alors, je pense qu'il y a une façon de mieux communiquer sur les données de santé et développer leur utilisation, c'est de collaborer avec les associations de patients. Je pense que les associations de patients ont un vrai rôle à jouer là-dedans, aussi bien sur la communication que sur le développement de l'innovation. Je pense que c'est des partenaires clés du développement du numérique et de toute l'innovation en général. Après, ce qui est un peu paradoxal et ce qui nécessite la pédagogie, c'est que dans le domaine strictement de la santé, la réglementation, c'est très encadré, en fait, mais c'est les usages sont à côté, où là, il y a moins d'encadrement et sans doute plus de dérives, alors que je pense que dans le cadre de la domaine de santé, on doit pouvoir rassurer le patient sur l'utilisation qui est faite des données. Et peut-être c'est pas tout ou rien. Peut-être il y a des données où je veux faire la sélection en disant voilà, à ce moment-là, je veux partager ça et c'est pas pour toute ma vie que je vais partager. Et donc, mais là, c'est vrai qu'il y a des différences entre les pays. Là, par exemple, en Espagne, il commence à avoir des associations où tu peux donner toutes tes infos et tu peux Récupérer. non, tu peux les récupérer et c'est toi-même qui peux les mettre dans le système pour qu'ils puissent être utilisés. Mais c'est vrai que c'est des choses qui commencent. Et la loi, c'est pas la même dans tous les pays. Donc là, je crois qu'on devrait faire un effort de faire des choses en commun. Parce que peut-être les données des patients en Espagne, c'est utile pour ici. Et c'est la même chose avec les innovations. Hein. C'est peut-être, je reviens un petit peu à l'avant. Mais pourquoi il y a des innovations qui se redoublent dans les pays en disant, voilà, il y a la même application qui se fait en Espagne et la même application qui va se dérouler en France. Donc voilà, pourquoi pas, on ne peut pas travailler en commun et surtout avec des entreprises qui peuvent partager ces innovations. Donc là, je crois que c'est un grand avance. Et puis l'Europe de la santé, peut-être, se développera peut-être un jour. Les données, ça, il y a des choses qui commencent à arriver un petit peu, mais on en est loin. Avant qu'on termine, je me tourne peut-être vers le public s'il y avait potentiellement une ou quelques questions. N'hésitez pas. Sans vous battre. Mais... Alors, s'il n'y a pas une question, moi je veux bien en poser une, si j'ai le droit en tant qu'organisateur. Allez-y. On a eu, il y a 4 ans de ça, en fait, Robert Chu, qui était venu faire une grande conférence en fait, sur l'Université de la e-santé. Donc Robert Chu, il a créé une entreprise qui s'appelle Emblema. Et au final, il avait un discours qui était assez intéressant et qui consistait à expliquer que voilà, il y a un business de la donnée de santé qui génère des dizaines et des dizaines de milliards d'euros, de dollars par an. Et donc lui, il a créé une plateforme en gros qui met en relation les patients et les laboratoires pharma ou d'autres entreprises. Et donc l'idée, en fait, c'est que ça matche entre les deux et que si le laboratoire vient pomper de la donnée qui est bien sûr anonymisée, etc., hein, qui est personnalisée, le patient est rémunéré pour ça. Donc j'aimerais aimé savoir comment vous vous positionnez, vous, sur un projet comme celui-ci en tant qu'expert patient. Voilà, qu'est-ce que ça vous apporte et qu'est-ce que ça apporte comme réflexion? Vous trouvez ça bien, pas bien? Est-ce qu'il ne faut pas aussi démystifier un peu ce côté de rémunération du patient par rapport à la donnée? Voilà, j'aurais aimé avoir votre avis par rapport à votre échange que vous avez eu, qui était très intéressant d'ailleurs. Alors moi, j'aime bien le système français. Vous voyez la plateforme Compare ou Sentinelle? En fait, Compare, c'est un projet de la PHP, des hôpitaux de Paris, qui justement nous demande nos données de santé et les met à disposition des chercheurs. Sentinelle, c'est un peu le même système. C'est monté par une patiente, d'ailleurs, chercheur, et c'est sur le cancer du sein, comme son nom l'indique, Sentinelle. Et elle, c'est pareil, elle collecte de la donnée de santé sur des problématiques particulières et elle appelle à la contribution bénévole. En France, le don de sang est bénévole. On est encore sur de la donnée de santé bénévolement partagée. Je trouve ça assez génial. C'est comme le don du sang. Ça évite que des personnes pauvres, comme ça se passe aux États-Unis, monnaient leur sang.
Pour l'instant, je trouve le système génial, qu'on part en plus à développer des games qui permettent donc aux jeunes, comment on appelle ça, les games qui permettent aux jeunes donc, de mettre leurs données de santé d'une façon un peu plus ludique, même si c'est pas le mot à la mode en ce moment, ludique. Donc je pense que c'est vraiment très chouette que ça peut se passer comme ça. Bon, vous vous doutez bien que toutes les applications dans lesquelles on rentre nos données de santé, sans le vouloir, sont également monnayées à l'industrie pharmaceutique. Ça, je pense qu'on le sait tous. Mais on signe des agréments, alors que quand on utilise Google, on signe aucun agrément. Moi, je crois que c'est pas mauvais faire de business sur les données, mais en pouvant décider quelles données je veux qu'ils fassent du business avec elles. Peut-être pas toutes les données. Je suis à volonté que l'industrie pharmaceutique puisse avoir du business ou un troisième puisse avoir du business sur mes données. Mais pour d'autres données, voilà, enchanté parce que ça peut aider, par exemple, à faire des études ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que moi, le modèle des applications qui, tous, en contrepartie, ont la vente des données, j'aime pas beaucoup. Et moi, quand je travaille avec des startups en tant que patient, en donnant mon avis, je dis toujours la même chose. Tu es sûr que si tu vas partager ça et les gens vont savoir pourquoi il va être utilisé, ils vont vouloir. Donc pour moi, la transparence, là, c'est clair. C'est en disant, voilà, je vais utiliser pour ce but. Et donc, si tu veux partager, tu partages. Sinon, voilà. Et c'est vrai, avec Google, personne lit en détail. Sinon, jamais on n'aurait rien mis sur Google ou Facebook. Non, après, moi, juste deux commentaires. Le premier, c'est que si on veut innover, on dit la révolution par le patient, il y a besoin de la donnée. La donnée, elle est indispensable. Et plus on a de données, mieux on pourra innover parce qu'on voit à quel point on est capable de prédire de la survenue d'événements. On est capable de designer maintenant des recherches cliniques sur des médicaments précis parce qu'on a des données. Donc, il faut trouver un moyen de les avoir. Donc, je pense qu'on a tous intérêt collectivement à les avoir. La deuxième chose, moi j'étais à la conférence, je me rappelle très bien, j'avais été un peu choqué par principe. C'était d'ailleurs un peu l'objectif de la présentation, parce qu'on se dit, il y a un marché de la donnée, alors ça vaut combien une donnée? Un patient malade, est-ce que c'est plus cher qu'un patient... Bon, bref. Et donc c'est vraiment choquant. En revanche, j'avais trouvé que dans la présentation, alors les États-Unis sont les États-Unis, et voilà, mais la déclinaison, parce qu'il expliquait qu'il y avait quand même des déclinaisons en Europe, et que ça, bien évidemment, c'était pas monnayé, mais c'était un petit peu ce que vous disiez sur le patient à qui on dit est-ce que tu veux bien, et en échange du fait que tu veux bien, alors on lui donne pas un cadeau, on lui donne pas de l'argent, mais on l'associe aux résultats, il est au courant des résultats des essais cliniques, ça, et il y avait quelque chose qui, pour moi, pouvait être vertueux, qui faisait ce que tu dis, d'avoir plus de données pour être capable de mieux travailler après. Et le patient qui veut bien les donner parce qu'il pense que ça va aider, il est associé au développement. Et je trouve que c'est plutôt positif. Encore une fois, sans me prononcer sur le... C'est ce que essayent de faire des startups. Il y a des startups qui collaborent avec des associations de patients qui sont très transparents. Et j'aime beaucoup que tu aies utilisé ce mot-là. Et les startups font des retours sur la donnée collectée, associent les associations et les associations peuvent mieux aider leurs bénéficiaires puisqu'ils bénéficient aussi de ces retours de données patients. Donc je pense que si on est sur des choses co-construites, en toute transparence, on arrive à des super résultats. Je crois que c'est un bon mot pour conclure. On a dépassé de 4 minutes. Désolé Yann. Je remercie tous les intervenantes pour cette keynote et j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une belle après-midi. Merci. Merci.